On peut commencer. Bonjour à tous. Donc, je vais répéter un peu les choses qui ont été dites par Alexandra. Donc, merci à tous d'être ici déjà ce matin, samedi matin, jour de match en plus. Moi, je suis Guillaume Popinot, je suis ingénieur paysagiste. Ça fait un peu moins de 2 ans que je suis arrivé à Bordeaux et que j'ai créé donc Akebia. Akebia qui est un hybride entre une agence de paysage et une entreprise de paysage et qui propose donc de concevoir des paysages comestibles et des jardins potagers plutôt en milieu urbain, mais aussi tout un aspect de conseil et d'accompagnement sur les questions d'agriculture urbaine. L'objectif d'Akebia, en fait, c'est de favoriser l'accès pour tous à une alimentation saine et locale. Je ne sais pas si vous connaissez l'Akebia, c'est une plante grimpante. Peut-être que certains la connaissent, j'imagine. C'est une plante grimpante donc, qui fait des très belles fleurs pourpres et surtout des fruits comestibles et qui a la particularité surtout d'être une grimpante assez vigoureuse qui colonise tous les espaces. C'est pour ça que je l'ai choisi puisque moi mon objectif aussi c'est de coloniser tous les espaces qui sont disponibles en ville. Donc aussi bien les toits, les terrasses, bien sûr les raies de jardin aussi et puis tous les interstices, tous les délaissés urbains qui sont susceptibles d'être colonisés et donc d'envisager sur ces espaces-là des espaces nourriciers, des lieux de plaisir, d'abondance qu'on puisse déguster. Donc voilà, donc je suis accompagné d'Ève qui va se présenter. Alors moi je m'appelle Ève Demange, plus fort. Si je me lève comme ça, vous m'entendez mieux ou pas? Ouais, bon, on va peut-être se lever alors. Hein. Donc moi c'est Ève Demange. Alors en fait j'ai 2 activités. Je suis conceptrice rédactrice web et j'accompagne les entreprises à poser leur vision et à la raconter sur tous les supports digitaux. Et ma deuxième activité c'est que je suis auteure de fiction d'anticipation et mon nom de plume c'est Ève Gabriel. En fait, mon objectif, c'est de projeter les lecteurs dans l'avenir pour finalement débloquer un peu leur imaginaire et puis inventer des solutions, imaginer comment on pourrait vivre dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, je viens de terminer un roman d'anticipation qui se passe en 2050, en France en 2050. Par ailleurs, je viens d'écrire en fait un petit feuilleton en 5 épisodes qui raconte Bordeaux, la Nouvelle-Aquitaine en 2050, et c'est basé sur des entretiens que j'ai eus avec le climatologue Hervé Letreut, qui donc a coordonné l'étude à Climatera, et dans cette série, en fait, j'imagine le voyage d'une japonaise qui s'appelle Nara et qui vient en Aquitaine en 2050 et dans différents endroits, notamment Bordeaux, Blaye, Saint-Émilion, elle va aussi dans les Pyrénées, enfin dans différents endroits sur le bassin d'Arcachon, j'imagine qu'elle rencontre des personnages et qui racontent finalement le Bordeaux de 2050 et comment ils se sont adaptés aux nouvelles situations. Donc voilà, moi ce matin je vais être là pour nous aider à nous projeter dans l'avenir. Alors, donc ce qu'on vous propose, d'abord on va dans un premier temps vous parler de Bordeaux 2030 ville comestible. Donc on vous expliquera un petit peu ce qu'on entend par Bordeaux ville comestible et aussi est-ce que c'est possible et jusqu'à quel point c'est possible. Donc on vous racontera un peu, Guillaume vous donnera des exemples des projets sur lesquels il travaille. Ensuite, on verra que finalement, l'avenir des villes, c'est végétal, c'est ville comestible, mais aussi le végétal peut répondre à d'autres problématiques. C'est vraiment notre conviction, donc on la partagera avec vous sur tous ces sujets-là. Et puis ensuite, Guillaume vous a préparé un petit melting pot assez top sur toutes les sources d'inspiration en Europe et dans le monde pour nous aider à voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et puis nous ouvrir un peu l'imaginaire. Et pour finir, on a prévu un atelier d'imagination prospective, mais alors là, je ne suis pas du tout sûre qu'on ait le temps. Donc on verra si c'est possible ou pas, sachant qu'on est quand même un petit peu contraint et en plus on a démarré un peu en retard. Donc voilà. Alors, on va passer un peu. Alors effectivement, on a plusieurs convictions. Enfin, quand Alexandra est venue nous trouver pour nous demander d'animer cette matinée, elle nous a demandé en fait d'exprimer nos convictions par rapport à cette ville comestible, cette ville verte, cette ville végétale. La première de nos convictions, en fait, c'est d'abord que l'avenir sera très différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Tous les travaux que j'ai faits pour écrire les romans d'anticipation et aussi effectivement tous les interviews que j'ai eues, notamment avec Hervé Letreut et avec tous les scientifiques, montrent que globalement on est dans une période extrêmement changeante.
où on va avoir un avenir, effectivement, où il y aura de nouveaux enjeux auxquels il va falloir s'adapter et qu'on on se projette dans un avenir où il va falloir inventer un certain nombre de solutions. Par exemple, quand j'ai écrit cette série d'épisodes, de petits feuilletons sur Bordeaux 2050, en fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses. D'abord, la première, c'est qu'à Bordeaux, en 2050, par exemple, il fera beaucoup plus chaud que maintenant. Il y aura le climat du sud de l'Espagne. Donc, pour imaginer Malaga, par exemple, ça sera le climat de Bordeaux en 2050. Ça repose sur une étude qui est sortie il y a il y a 2 ou 3 ans, même un peu plus que ça déjà, donc qui a été mise à jour très récemment, mais c'est en train encore d'évoluer, c'est-à-dire que la situation, en fait, les degrés montent au fur et à mesure qu'on ne fait rien, qu'on avance et qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, une ville très chaude. La deuxième, c'est que par exemple, il y aura beaucoup moins d'eau, donc on aura des rivières qui seront un peu plus fines, etc. Ça veut dire qu'au niveau de ce qu'on va pouvoir faire pousser, ça sera différent. Par exemple, le maïs qu'on fait ici, ce sera plus possible. Donc il faudra imaginer, planter peut-être des légumes, des fruits beaucoup plus rustiques, des choses qui peuvent résister quand il fait chaud et qu'il n'y a pas trop d'eau. Donc ça veut dire se projeter dans d'autres solutions. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Blaye, par exemple, l'estuaire va être très régulièrement inondé. Donc du coup, ça pose question sur les gens qui vivent au bord, sur le littoral. Dans l'estuaire, est-ce que Blaye, moi j'imagine en fait dans cette série que Blaye, en fait, les gens ont été obligés de s'en aller parce que finalement, très régulièrement ils étaient inondés, donc ils sont obligés de partir à un moment. La dernière chose, c'est, une des dernières choses, parce qu'il y en a plein d'autres, c'est par exemple, pour vous donner à imaginer, tout ce qui est le vin, qui fait vraiment, c'est la renommée de Bordeaux. Aujourd'hui, il y a des très grosses questions sur les cépages, en fait. Est-ce que les cépages vont pouvoir s'adapter finalement dans un climat qui va être changé? Alors j'imagine dans cette série, dans ce feuilleton, que les vignerons rachètent des terres qui sont en Normandie pour pouvoir justement avoir le même type de climat qu'à Bordeaux, et puis ils imaginent d'autres cépages qui seront qui n'auront pas le même goût, qui seront plus forts en tanin, etc. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée de ce à quoi pourra ressembler l'avenir. Tout ça pour vous projeter, pour vous dire qu'en gros, il faut se mettre en mode on imagine autre chose parce que ça va bouger. La deuxième de nos convictions, c'est qu'effectivement, il faut réagir maintenant pour pouvoir effectivement s'adapter et être plus résilient dans les années, les 10 ans, les décennies qui viennent. Et puis la troisième de nos convictions, c'est ce qu'on va vous expliquer, maintenant, c'est que pour nous, la réponse à ces grands défis, elle passe par le végétal, et notamment par la ville végétale, parce qu'aujourd'hui, on sait que la plupart des habitants de la planète, ils vivent en ville. Et donc, il y a énormément de choses à changer. Il faut qu'on change notre regard sur la ville et qu'on réinvente cette ville en lui donnant tout un tas d'attributs qu'on va vous développer maintenant. Donc, on a vu, oui, la réponse. Donc, une des réponses, en tout cas, c'est de végétaliser davantage la ville. Donc, moi, en tant que paysagiste, bien sûr, je suis sensible à ces questions-là et j'étais formé dans ce sens. Et j'ai donc, via mon parcours, fait évoluer aussi ma vision des choses. Donc, dire oui, le végétal en ville, c'est important. Mais on peut aller encore plus loin que parler simplement de végétal et d'ornemental. Et c'est passer le cap du comestible et de la ville nourricière. Donc, c'est un peu beaucoup notre sujet d'aujourd'hui. Et donc l'idée, moi, c'est que via mon parcours, j'ai vu cette évolution et j'ai fait évoluer justement ma perception du paysage. Et donc voilà, j'ai pas mal voyagé, je suis notamment allé au Canada. Donc moi, j'ai commencé à travailler à Paris dans une agence de paysage, on va dire plutôt classique, sur des projets d'aménagement urbain, sur lesquels notamment on était sur des questions de rénovation urbaine, donc avec des gros enjeux sociaux. Et on travaillait sur cet aspect du végétal qui était plutôt ornemental toujours. Et voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. Et puis j'ai fait le choix parce que j'étais immergé dans des mouvements qui commençaient justement à naître à Paris sur les questions d'agriculture urbaine. C'était les premières années, les débuts. Entre-temps, maintenant, ça a explosé. Et puis voilà, j'avais des gens qui étaient notamment AgroParisTech dans la recherche sur ces questions d'agriculture urbaine, ce qui m'a donné un petit goût. Et à cette époque-là, quand on parlait d'agriculture urbaine, on parlait surtout d'Amérique du Nord, donc à Détroit notamment, et puis à Montréal, où commençaient à émerger beaucoup de choses et beaucoup de mouvements associatifs, mais aussi entrepreneuriaux. Et puis, donc j'ai fait le choix de partir au Canada pour aller explorer ces questions-là et notamment rencontrer les gens qui étaient dans cet univers du produire sain et localement et consommer différemment, et produire notamment de manière alternative en ville. Donc je me suis immergé dans différentes associations et puis j'ai pu voir justement qu'il y avait un vrai engouement et une vision différente des espaces verts.
qu'on avait nous en France, avec une implication des habitants qui était beaucoup plus importante, justement via ce sujet d'avoir des espaces qui soient nourriciers et productifs. Et donc là, on était plutôt sur des moments de partage entre habitants. Et puis à Détroit, il y a un autre sujet qui était plutôt de l'agriculture vivrière, où les gens étaient en grosse difficulté sociale avec notamment les crises économiques, et qui se sont réappropriés les espaces pour y produire eux-mêmes leur propre nourriture pour subvenir à leurs besoins. Et donc voilà, c'est un parcours qui m'a amené aussi en Belgique à découvrir tout ce qui se passait à Bruxelles, et c'est pareil, il y a énormément de choses qui se passent, qui m'ont fait évoluer sur cette perception qu'on a du paysage et du végétal en ville, et me dire qu'on pouvait aller encore plus loin, et peut-être même revenir à un temps passé où on envisageait le végétal comme utile. Et donc là, on peut parler de services écosystémiques rendus par les arbres, par le paysage urbain à la ville. Et donc c'est pour ça que j'ai peu à peu évolué vers ce terme d'écosystème nourricier en ville. Et dès l'instant qu'on parle d'écosystème, on parle d'interrelation, d'interaction. Et donc le végétal comestible sous-tend des interactions aussi bien entre le citadin et donc le végétal, puisqu'il y a l'idée de l'entretenir, de le cultiver, mais aussi d'aller cueillir des choses. Donc on a une perception vis-à-vis du végétal qui est différente. On se réapproprie le végétal, on le respecte, puisque lui aussi nous apporte des choses. Et puis il y a aussi l'interaction entre les citadins vis-à-vis du végétal. Et donc là, c'est créer des moments de rencontre, de lien social, d'échange entre les habitants, puisqu'on sait qu'on a tendance un peu à perdre ces temps d'échange entre voisins, tout simplement. Et puis d'autres choses qui sous-entendent cette idée d'écosystème nourricier en ville, avec l'idée de créer des zones de biodiversité, des hotspots de biodiversité, puisque dès lors qu'on parle de potager, par exemple, on a des variétés anciennes qu'on peut introduire, on a une plus grande diversité végétale que dès lors qu'on plante juste des graminées, tout simplement, ou des plantes, disons, classiques qu'on retrouve dans les espaces publics. Alors, donc, cette ville comestible, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que Bordeaux ville comestible, qu'est-ce que ça veut dire Bordeaux ville comestible en 2030? D'abord, on peut poser en fait quelques chiffres. Donc, il y a une étude qui est sortie récemment, qui a été menée par un petit cabinet qui s'appelle Utopie, qui nous dit que, d'abord, on sait que l'autonomie alimentaire de Bordeaux est d'une seule journée en cas de rupture d'approvisionnement du pétrole. Ça veut dire qu'en gros, on est totalement dépendant de l'énergie fossile pour manger, pour notre survie. Que si jamais, pour une raison ou pour une autre, on n'a plus de pétrole, en gros, Bordeaux, en une journée, on est tous là. Bordeaux métropole. Oui, toute la métropole, voilà. Donc en gros, on est tous là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Voilà. Du coup, ce qu'on sait, donc ce rapport Utopie nous dit quand même un truc assez fou, c'est que dans les villes, donc c'est une étude qui a regardé un petit peu sur l'ensemble des villes françaises, finalement, qu'est-ce qu'on consommait et qu'est-ce qui était exporté au niveau de l'agriculture, et on se rend compte que on va finalement importer 98% de ce qu'on mange localement dans les villes est importé, c'est-à-dire ne vient pas de finalement la ville et des alentours. Et dans le même temps, la production agricole, c'est-à-dire ceux qui produisent, tous les agriculteurs qui produisent dans les villes, cette production-là, en fait, il y a 97% de cette production qui finalement va être consommée ailleurs. Donc vous imaginez là, vous voyez le balai des gros poids lourds sur les routes et tout qui nous font râler, etc. Donc c'est juste, il y a un truc qui tourne pas rond. C'est quand même pas normal qu'on puisse faire ça. Alors, dans ce classement justement sur l'autonomie alimentaire, Bordeaux en fait se classe 58 sur 100, quand on regarde toutes les villes, les plus grandes métropoles en fait de France. Bordeaux est donc classé 58 sur 100 avec une autonomie alimentaire de 1,76%. C'est peanuts, hein, c'est rien. Voilà, donc en moyenne en France, les habitants des aires urbaines, ils vont consommer par an l'équivalent de 15,5 € de produits agricoles locaux par an. 15,5 €. Donc c'est rien. Et voilà, alors après, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut se dire demain, si on met tous nos efforts et tout, est-ce que Bordeaux peut devenir totalement indépendant, totalement autonome au niveau alimentaire? La réponse de cette étude est non, c'est pas possible. Le potentiel d'autonomie alimentaire de Bordeaux est seulement de 15%.
C'est-à-dire qu'on est contraint en fait par, effectivement, c'est extrêmement urbanisé, Bordeaux, et puis on est contraint par toutes les vignes classées qui nous empêchent en fait de pouvoir utiliser ces terrains autour de Bordeaux. Contrairement à d'autres villes, par exemple Angers, on a des villes pour lesquelles il y a un potentiel de 100% sur ces villes. Mais nous, c'est pas possible à Bordeaux. Donc, il faut imaginer d'autres choses. Il faut imaginer récupérer, pouvoir récupérer peut-être prendre le privé, les jardins privés. Enfin, il y a des tas de choses qui a pensé, peut-être des sous-sols. Enfin, voilà, il y a plein de choses à imaginer. Mais il y a déjà des grandes métropoles qui ont pris conscience, enfin des grandes métropoles. Il y a Rennes et des plus petites métropoles, Albi aussi, qui ont pris conscience de ça et qui ont enclenché un mouvement justement dans ce sens et qui vise l'autosuffisance alimentaire, en tout cas qui tendent vers cette autosuffisance alimentaire, puisqu'on a certaines aires urbaines, notamment à Angers, où on peut atteindre 100%, a priori selon l'étude, 100% d'autonomie alimentaire, d'autosuffisance alimentaire. À Bordeaux, on a commencé, il y a quelques initiatives quand même qui sont intéressantes et qu'on peut citer, qui sont assez récentes, notamment donc un appel à candidature à Floirac sur le parc de la Burte où 6000 m² sont mis à disposition d'un maraîcher. Je pense que c'est encore en cours, le choix du maraîcher. On a aussi à Bouliac, sur la plaine de Bouliac, un projet qui est dans les cartons et qui devrait a priori sortir, mais sur le long terme, avec Auchan qui souhaite donc investir la plaine qui se trouve en face du Auchan qui est à Bouliac, avec là plusieurs dizaines d'hectares qui seraient susceptibles d'être transformés en fermes maraîchères plutôt orientées permaculture pour venir justement, dans l'idéal, alimenter le Auchan. Et puis un projet aussi au Haillan, où là, sur 7 hectares, a priori, la ville souhaiterait installer des maraîchers. Donc on a quand même aussi à Bordeaux un mouvement qui s'enclenche, avec aussi tout un tas de questionnements autour de cette idée d'installer des maraîchers, avec des questions parfois de pollution qui peuvent être sensibles. Mais en tout cas, voilà, un mouvement qui s'enclenche et une volonté politique aussi qui commence à émerger. Puisqu'on voit qu'en fait c'est les enjeux liés à cette idée d'autosuffisance alimentaire, d'autonomie alimentaire sont multiples. Donc il y a à la fois l'idée de réduire ce qu'on disait, ce balai incessant des camions. Donc si on produit localement et qu'on consomme localement, bien sûr on va rejeter moins de CO2, donc aller plutôt dans le sens d'une lutte contre le réchauffement climatique notamment. Diminuer aussi notre vulnérabilité et dépendance aux énergies importées, donc le pétrole notamment. Assurer une meilleure qualité et traçabilité des produits qu'on consomme. Et puis voilà, il y a l'idée de créer une économie locale qui est importante, créer des emplois qui soient non délocalisables. Et puis voilà, un certain nombre d'enjeux qu'on va vous développer ensuite avec l'idée de mettre en lien l'idée d'une ville comestible et de répondre aux enjeux du XXIe siècle auxquels on fait déjà face et on va faire de plus en plus face et de manière compliquée. Donc pour nous, clairement, voilà, ce qu'on veut vous dire ce matin, c'est que pour nous, l'avenir des villes sera végétal. Et que ce n'est pas une coquetterie d'écologistes, que ça répond à vraiment des enjeux qui sont réels et que c'est des solutions les plus simples qu'on ait aujourd'hui, les plus efficaces pour répondre à tous les enjeux auxquels on va devoir faire face, auxquels on fait déjà face. Donc on vous a fait une petite liste comme ça, on vous a détaillé tous ces enjeux-là. Alors, du coup, le premier, ça va être le réchauffement climatique. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure avec cette petite série là qui a été écrite. Effectivement, augmenter. Il y a une étude en fait. Donc bon, comme je vous ai expliqué, il va faire beaucoup plus chaud. Donc vous imaginez le sud de l'Espagne, voilà, très chaud. Du coup, il faut créer des zones en fait de rafraîchissement parce que à Bordeaux, on sait très bien que dès qu'il commence à faire la canicule, on a très chaud à Bordeaux, beaucoup moins ailleurs. Donc on a un vrai enjeu de pouvoir effectivement rafraîchir, d'amener du frais, de créer des patios, des îlots de fraîcheur, des lieux d'ombre qui vont être accessibles à tous, pas que à ceux qui ont la chance d'habiter autour des parcs, etc., mais que effectivement ça puisse servir à tous. Et par exemple, il y a une étude de Météo France qui dit qu'une augmentation de la surface de la végétation, alors là c'est pour Paris, une augmentation de la surface de la végétation parisienne de 34%, ça permettrait de perdre jusqu'à 2 degrés lors d'une canicule comme on a eu en 2003. Donc clairement là on a une vraie solution qui consiste à augmenter effectivement le nombre d'arbres et pouvoir répondre à ça.
Alors, à Bordeaux, on a ce projet absolument génial dont on a parlé justement lors de la conférence où on s'est rencontrés, c'était en octobre dernier. Et du coup, c'est ce projet de forêt métropolitaine. Donc, la ville de Bordeaux aimerait en fait porter ce projet qui serait finalement recenser toute la canopée sur toute la métropole bordelaise, voire finalement se placer un petit peu au-dessus de cette ville et de voir tous les arbres dont on dispose, tous les espaces verts, et en fait de prendre en compte cette immense canopée pour y voir un petit peu quel est le potentiel. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a 28% de la surface de Bordeaux Métropole qui, en fait, cette canopée, elle occupe 28% de la surface de Bordeaux Métropole. Ce qui est pas mal, en fait, ça correspond à Toronto, à peu près en pourcentage. Ça tombe, quand on n'est que sur Bordeaux, la ville seulement, à 13%. Donc forcément, du coup, Bordeaux beaucoup plus minéral, la ville même. Mais quand on ouvre, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus large. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a 70%, et du coup ça, Guillaume l'a bien expliqué tout à l'heure, on a 70% de la forêt, de cette forêt-là, de cette canopée, qui n'est pas en fait détenue par l'administration. C'est-à-dire qu'en gros, ça appartient à des privés. Donc on voit bien dès lors que si on a un projet comme ça d'ampleur sur Bordeaux Métropole, la ville ne peut pas porter ça toute seule. Il faut aussi aller chercher effectivement tous les privés qui ont des jardins. Il faut qu'ils acceptent de partager, de dire voilà les essences que j'ai, voilà les essences d'arbres, et ça c'est quelque chose qui est un vrai projet qui doit être porté par tous, y compris par les habitants. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Et aujourd'hui, la tendance quand même à Bordeaux, c'est plutôt à la diminution des espaces verts. C'est-à-dire qu'on a du mal en fait, avec la pression foncière, on a du mal à garder ces espaces. Là, on est à 28%, mais la crainte de la direction des espaces verts à Bordeaux, c'est qu'on passe petit à petit à 27, 26, 25 à cause du foncier, parce qu'effectivement, il y a une pression tellement forte que du coup, les espaces verts passent un peu au second plan et que politiquement, ce n'est pas forcément une priorité pour l'instant. Donc il faut réussir à lutter contre ces îlots de chaleur. Donc l'idée c'est bien sûr de planter davantage, mais aussi d'essayer de faire un recensement pour voir où est-ce qu'on pourrait planter davantage. Et donc les architectes sont aussi ont aussi pris en main cette question on parle d'architecte bioclimatique, donc c'est l'idée de coloniser par exemple cette 5e façade, ce qu'on appelle la 5e façade, donc c'est les toits, venir végétaliser ces toits, puisque là aussi on participe à diminuer la température dans ces îlots de chaleur. Et aussi voilà un exemple moi sur lequel j'ai travaillé là récemment de bioclimatisme, c'est sur les façades venir faire grimper par exemple du houblon. Et là on a l'idée d'utile, de paysage utile, puisque bien sûr vous savez que le houblon, on peut récolter les fleurs pour aromatiser la bière. Et l'intérêt du houblon, c'est quand même qu'il fait des feuilles bien sûr au printemps et à l'été, et qu'à la fin de l'été on coupe les lianes pour récolter les fleurs, et là du coup le soleil re-rentre dans le bâtiment et on a donc la chaleur les rayons du soleil qui viennent réchauffer le bâtiment, alors que pendant le printemps et l'été où le soleil tape le plus fort, on a cette végétation qui vient donc refroidir le bâtiment. Donc c'est l'idée de bioclimatisme. Donc on a malheureusement des contre-exemples à Bordeaux sur ce sujet, notamment donc, par exemple le projet de raménagement dernièrement de la place Tourny, où on voit que pas un seul arbre n'est prévu. Quelques fontaines, elles, sont prévues, mais bon, en tout cas, on n'a pas un seul arbre, mais on a d'autres exemples. Par exemple, si vous prenez la place de la Victoire, à moins de se mettre le long de l'obélisque, on n'a pas un seul arbre. Et donc c'est une immense place minérale, et il ne fait pas bon s'y promener en plein mois d'août. C'est pas mal, j'aime bien ton exemple du houblon. Tu bois de la bière, il est à moins chaud et tu bois de la bière. C'est pas mal. Alors, le deuxième effectivement, effet positif, c'est que en 2050, on sait que les épisodes d'orages violents vont se multiplier. Ça, c'est la source, c'est le GIEC, le groupement international des experts du climat, qui le dit. D'ailleurs, on le voit ces dernières semaines, on sent que le climat petit à petit se transforme, beaucoup plus d'orages, etc. Donc c'est une tendance qui est amenée à s'aggraver, avec beaucoup de pluie, des pluies parfois qui vont être très fortes. On a vu qu'il y a des problèmes d'inondation, etc. Ça va se voir de plus en plus fréquemment. Donc du coup, il faut augmenter la capacité des villes à pouvoir absorber en fait ces pluies en fait, qui vont arriver.
Du coup, on a des solutions pour ça. Donc, une des solutions, voilà, c'est bien sûr de limiter l'imperméabilisation des villes, mais là, on est sur un sujet un peu compliqué parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir circuler, et voilà, on aime aussi pouvoir se stationner en ville, mais il faut aussi envisager ça comme plus on imperméabilise, plus l'eau ruisselle, et bien sûr, après, l'eau donc vient dans des collecteurs qui parfois en cas d'orage explosent, et on le voit, des inondations, enfin récemment on a eu le cas des rues qui sont complètement inondées. Donc le PLU, le plan local d'urbanisme, intègre l'idée maintenant d'intégrer des mesures compensatoires, c'est-à-dire qu'on crée des réservoirs souterrains pour stocker en cas d'orage ces eaux de pluie et faire effet de tamponnement. Donc pour moi ça semble être une aberration, puisque finalement on crée donc ces réservoirs en sous-sol, donc c'est un peu comme enterrer de l'argent, alors qu'on pourrait avec tout cet argent faire autre chose, et notamment réfléchir à comment réaménager la ville pour intégrer des espaces fertiles qui eux permettent à la fois d'absorber l'eau et donc de faire infiltrer l'eau dans les nappes souterraines, et en même temps par exemple avec des systèmes de noues lors d'orage, d'avoir un système de tamponnement des eaux, de stockage momentané. Donc là, on a un beau contre-exemple de choses qu'il ne faut pas faire, enfin éviter de faire en tout cas, par exemple Place Nansouty, où là on est en train de créer, enfin ça fait quelques mois maintenant que c'est en travaux, là on est en train de créer un immense réservoir souterrain qui coûte 7 millions d'euros, avec une cuve qui est enterrée pour justement, en cas d'orage, réussir à stocker toutes ces eaux de pluie et éviter les inondations. Alors que voilà, on pourrait réfléchir en amont à d'autres choses, et notamment aussi avec les toits, permettre le stockage de l'eau de façon temporaire. Donc là c'est une étude qui date un peu, qui a été faite en 2014 par la fondation Annemasse, donc c'est Nicolas Michelin, un architecte, celui qui a notamment œuvré sur les bassins à flot. Et son étude mettait en avant, c'était une extrapolation par rapport justement à une étude qu'il avait fait à Paris, sur ces questions de potager sur les toits, de toitures végétalisables, et il avait recensé 246 hectares de toits plats sur Bordeaux. Alors, étude à prendre avec des pincettes, puisque sur ces 246 hectares, on ne sait pas réellement combien serait susceptible d'être vraiment colonisé, puisque voilà, il y a des questions qui sont sous-jacentes, comme l'accessibilité, la portance, etc. Mais en tout cas, un vrai potentiel à Bordeaux, moi-même j'en suis un peu témoin, puisque là je suis sollicité sur divers projets où j'interviens sur les toits, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Alors en fait, juste pour rebondir sur ce que tu disais, ce qui est dommage, c'est qu'au final, cette cuve souterraine enterrée, donc, elle est invisible, alors que finalement, si on imaginait se servir des végétaux, on pourrait profiter de justement, d'abord, c'est agréable d'avoir des arbres, de pouvoir se promener sur des pelouses, et on pourrait à la fois effectivement récupérer le fruit et le manger, être bien quand il fait chaud, et en même temps, effectivement, ça pourrait produire cet effet de récupérer les eaux de pluie. Donc, alors que là, du coup, on a un truc qui est complètement enterré, que personne ne voit, sur une place bétonnée. Truc, voilà. Quand elles sera stockée dans la cuve, qu'est-ce qu'on en fait? Après, elles sont rejetées sur le réseau classique, mais en fait, c'est un effet de tamponnement, c'est-à-dire qu'en cas de grosse pluie, on stocke, et pour permettre que tout le réseau, parce qu'il n'est pas dimensionné pour pouvoir emmagasiner une telle quantité d'eau en si peu de temps, en fait. Voilà. Alors que les arbres, les végétaux, en fait, eux, ils vont filtrer de façon naturelle. Du coup, quand il pleut beaucoup, ils vont en fait récupérer, garder l'eau pour plus tard, et du coup, ça va gérer ce problème. Une question, il n'y a pas des solutions de revêtement qui existent, par exemple, pour des Qui sont perméables. Qui sont perméables. Elles existent normalement, non? Oui, mais c'est pareil, il y a aussi ce système de saturation quand même qui fait qu'on n'a pas une pénétration dans le sol qui est la même que quand on est sur un espace vraiment fertile. Il faut peut-être quand même un petit peu nuancer l'histoire de la cuve. Pour nous aider un peu dans le débat, parce que c'est une histoire de temporalité en fait. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'histoire de la cuve, elle répond à certaines demandes. Simplement, il aurait pu y avoir un autre choix, mais dans un délai beaucoup plus long. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Inversé, oui. Dans un délai beaucoup plus long, on aurait pu, en travaillant sur la canopée, sur la ville végétale, obtenir le même résultat que la cuve aujourd'hui. Voilà, C'est vrai. c'est
Disons que c'est plus Ça rapide. n'enlève rien au parti pris, ils défendent librement leur parti pris et c'est bien comme ça. Mais pour être tout à fait juste dans le propos, il faut expliquer que l'un ou l'autre, c'est pas dans la même temporalité. Voilà. Ça prend plus de temps. Donc ça c'est important. C'est comme il y a de moins en moins d'espaces verts. Il faut se dire aussi il y a de moins en moins d'espaces verts parce que la ville devient de plus en plus compacte, parce que la ville doit loger de plus en plus de gens. Donc c'est la question du logement. Et si on fait le lien avec ce qu'a dit Ophina la dernière fois, il faudrait qu'on loge les gens plus haut ou dans une ville archipel. Il faudrait qu'on les loge ailleurs pour avoir plus d'espace vert. Donc tout est quand même toujours un peu complexe, quoi. C'est pas l'un ou l'autre, point barre. C'est l'un ou l'autre, mais voilà. Nous, on, Pardon, on expose des. Mais vous y allez à fond. Oui, nous on y va. Vous êtes là pour Après, ça, à fond. voilà, l'idée, c'est ça. On se met pas de limite. Voilà. Hein, voilà. Alors ensuite, une des choses aussi qui nous a, qui est positive aussi pour le végétal, c'est la qualité de l'air. On sait aujourd'hui que les villes font face à un problème global de pollution de l'air. Si on prend par exemple Bordeaux, fait partie des 10 villes les plus polluées en France. D'après ça, c'est une étude qui est parue récemment, là, une étude publiée par l'OMS. Donc Bordeaux, 7e ville plus polluée de France, derrière Paris, Lille, Marseille, Nice, et puis Strasbourg. Enfin voilà, donc au final, on a quand même une vraie problématique à Bordeaux. C'est pas mal embouteillé, etc. C'est vrai que les arbres peuvent en fait résoudre cette problématique-là. Oui, parce que du coup, c'est vrai que les arbres représentent une vraie capacité à la fois de stockage de carbone, mais aussi de concentration des particules fines. Donc là, on a un exemple à Bordeaux quand même assez intéressant, qui est le parc aux Angéliques, où l'objectif était de planter, et je crois que de toute façon les travaux sont bientôt achevés, c'est même terminé il n'y a pas longtemps, avec 4500 arbres qui ont été plantés. Donc là, on est quand même sur une dynamique intéressante, même si sur ces 4500 arbres, très peu sont comestibles, enfin aucun d'ailleurs. Mais là on est sur des questions de pollution aussi. Alors ensuite on a effectivement la préservation de la biodiversité. Bon, si vous lisez un petit peu la presse ou si vous vous informez sur internet, vous avez vu passer toutes ces études récemment publiées par les scientifiques. La plus terrible d'entre elles, c'est effectivement une étude qui a été faite en Allemagne qui montre qu'il y a un effondrement total. Ils ont fait... En moins de 30 ans, en fait, le nombre d'insectes vivants dans plus de 60 aires naturelles protégées en Allemagne a baissé de 80%. C'est énorme. Donc on a un vrai problème aujourd'hui, sachant que les insectes, c'est le début d'une chaîne. Après, il y a les oiseaux. Après, et puis à un moment, il y a nous, quoi. Donc à un moment, il faut effectivement se dire que cette biodiversité, on en dépend. On est complètement lié à elle. Qu'on ne peut pas se penser comme humain hors sol, vivant sans les autres espèces. Il faut qu'on puisse se réintégrer dans cette chaîne cette chaîne du vivant à laquelle on appartient, et il faut qu'on puisse effectivement lui donner la possibilité de s'exprimer, et notamment en ville. L'objectif, c'est de pouvoir créer, si on crée ces forêts en ville, si on crée ces espaces verts, ça permet effectivement aux abeilles de pouvoir se développer, ça permet à toute une population de papillons, de petits animaux comme des renards par exemple. Je donne un exemple, mais à Londres, ils ont énormément de très grands parcs dans cette ville de Londres, ils ont plein de renards. Donc ça prouve qu'effectivement, les petits animaux, quand on leur laisse la place, ils peuvent prospérer, se développer. Voilà, donc effectivement, il y a un enjeu aussi à ce niveau-là. Et donc on a un exemple intéressant à Bordeaux qui est en cours de travaux, qui est en cours en tout cas, et qui est la ligne verte. Donc l'idée, c'est de constituer de véritables corridors écologiques. Donc on est dans l'idée d'être en lien avec la trame verte et bleue qui a été mise en place par le Grenelle de l'environnement en 2007. Et donc voilà une ligne verte qui relierait l'hippodrome du Bouscat jusqu'à la place Ravzi, avec et venir recoloniser une ancienne voie ferrée. Et là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça met en lien différents espaces, notamment des potagers partagés, et avec une vraie thématique autour de cette idée d'agriculture urbaine. Et donc voilà, et pourquoi pas continuer cette ligne verte en passant par les bassins à flot et venir jusque sur les quais. Donc là, on a un vrai corridor écologique en train de se créer, et donc c'est intéressant.
Il y a aussi une chose que la ville verte va pouvoir permettre, c'est du coup la gestion des déchets. Alors, on est super nul en gestion des... Enfin, on n'est pas terrible en gestion des déchets. Et effectivement, tous les déchets organiques aujourd'hui, bon, il y a une amélioration, hein, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui est fait, il y a effectivement, mais quand on voit par exemple que des villes comme San Francisco visent le zéro déchet, qui aujourd'hui sont capables de recycler 80% de leurs déchets, on se dit quand même que voilà, on a un gros potentiel d'amélioration à Bordeaux. Effectivement, à San Francisco, ils ont mis en place tout un système où ils vont récupérer, trier de façon extrêmement précise, extrêmement organisée. Ils vont récupérer les déchets organiques, ils vont les traiter. Ça fait du coup un compost d'extrêmement bonne qualité qu'ils vont revendre en fait à tous les agriculteurs qui sont situés localement. Et d'ailleurs, ils le revendent 9 $ le mètre cube, et ce qui permet en fait de financer tout simplement cette activité de recyclage. Ils ont mis en place un système d'amende, c'est-à-dire si jamais on a si on ne respecte pas au niveau des déchets, on a trop de déchets ou on n'a pas bien trié, on a des amendes. Si jamais on a bien trié ces déchets et qu'on n'a pas finalement, on a moins produit de déchets, du coup on gagne de l'argent. Donc tout ça fait que c'est très encourageant, il y a plein de mesures qui sont faites et les habitants finalement ont pris le pas. Et aujourd'hui, clairement, cette gestion des déchets organiques permet du coup de faire vivre tous les fermiers qui sont autour de San Francisco. Et du coup, il y a vraiment quelque chose de circulaire qui s'enclenche et qui va alimenter justement cette agriculture urbaine. Il faut voir qu'en gros 30%, entre 30 et 40% de notre poubelle quotidienne est faite de biodéchets qui peuvent être compostés et donc recyclés et venir justement amender tous ces espaces qui seraient susceptibles d'être cultivés. Donc à Bordeaux, on a un bel exemple à Darwin avec les détritivores qui, eux, ont pour objectif justement de collecter tous ces biodéchets et d'en faire du compost qui le revendraient aux agriculteurs. Ils n'en sont pas encore à ce stade, mais en tout cas, voilà, ils sont dans l'optique de collecter, notamment auprès des restaurations collectives et des restaurants. Un autre exemple que j'ai pu voir et qui est à Montréal, donc ils ont ce qu'ils appellent les ruelles vertes. Donc là, on est vraiment sur des lieux où tous les voisins se rassemblent et viennent cultiver ces petits espaces en fond de bâtiment, en fond de maison, et puis avec l'idée d'installer des composteurs collectifs. Parce que bien sûr la démarche, et déjà Bordeaux Métropole l'a enclenchée, de distribuer des composteurs individuels chez soi, c'est intéressant puisque c'est quand même mieux de pouvoir limiter la collecte et de garder donc ces biodéchets chez soi et dès l'instant qu'on a un jardin bien sûr, et puis de faire son propre compost pour alimenter son potager. Mais dans le cas où on n'a pas forcément cet espace-là, bien sûr on peut mettre en place des composteurs collectifs avec un système que j'ai découvert là-bas, des composteurs qui sont rotatifs et qui permettent moins de manipulation et qui sont plus simples dans l'utilisation. Alors effectivement, une autre problématique que le végétal va pouvoir résoudre, c'est la santé. On sait que l'environnement végétal va améliorer la santé générale des habitants, comme le montrent en fait des études qui ont été publiées dans les bienfaits du végétal en ville. Notamment pour toutes les populations comme les enfants, les personnes âgées et le fait d'avoir des espaces verts à proximité, on sait que ça encourage le fait d'aller marcher, donc voilà, ça réduit l'obésité, ça réduit le stress. On sait que effectivement les jardins c'est aussi la possibilité et puis la possibilité de jardiner son potager et de produire ses propres fruits et légumes, c'est manger plus sain aussi. Ouais. Oui. Ouais. Donc un petit exemple, un petit exemple moi sur lequel j'ai travaillé, donc sur les questions notamment de bien-être au travail, avec l'idée de développer des potagers en entreprise, des potagers dédiés aux salariés, et ce qui leur permet d'avoir un lieu de plaisir, un lieu sympa où aller le midi pendant leur temps de pause par exemple, pour se couper de leur ordinateur. Là c'était le cas notamment donc, juste en face là-bas avec Cdiscount, où on a mis en place il y a quelques semaines, en fait Cdiscount a un toit terrasse, peut-être que peu de gens le savent, de 1000 m² sur le bâtiment en quart de cercle. Donc on a 1000 m² de toiture et en fait tout ça a été végétalisé, j'imagine, par un architecte qui a planté la même espèce, et à savoir des miscanthus.
donc sur 1000 m² de terrasse. Et c'était un lieu très peu fréquenté parce que, bon, juste pour les fumeurs, qui ne présentaient pas trop finalement d'intérêt, si ce n'est quand même une vue assez extraordinaire. Et puis voilà, on a arraché sur 250 m² et on a créé un potager avec les salariés. Et donc ça a été des vrais moments de plaisir où voilà, on a fait différents ateliers et ils sont venus planter, et donc maintenant ils viennent régulièrement voir comment ça évolue, et puis c'est offrir justement un lieu de plaisir pour se couper de son ordinateur dans la journée. Et on parle là bien sûr de bien-être au travail. Voilà, bah, du coup, ce qui nous amène à effectivement notre point suivant, qui est que effectivement le végétal peut rassembler les gens, créer du lien social et en fait permettre à des générations et des populations différentes de se retrouver autour de la gestion d'un espace, d'un projet commun de jardin partagé ou d'entretien par exemple d'une rue. Alors là, il y a un petit bémol, pour avoir discuté effectivement avec la direction des espaces verts sur des rues comme la rue Paul Camel par exemple à Bastide, ou la rue Kléber. En fait, au départ, dans le monde de Oui Oui, dans leur imagination, ils avaient pensé que les habitants, en fait, spontanément, prendraient soin des lieux, parce que effectivement, c'était beau, c'était très planté, c'est très beau. Je ne sais pas si vous avez été allé voir la rue Paul Camel, mais c'est une rue qui est magnifique. Il y a plein d'arbres. Du coup, tout le monde veut habiter autour de cette rue ou dans cette rue. Enfin, voilà, il y a une pression autour de cette rue qui est juste géniale. Et en fait, effectivement, quand ils ont imaginé cette rue, ils se sont dit, bon, bah, les habitants vont prendre soin de cette rue, il va se passer plein de choses autour de cette rue et tout. En fait, pas du tout, il ne s'est rien passé, mais de rien. C'est-à-dire que c'était totalement laissé à l'abandon. Oui, du coup, il y a la rue de la Buloche qui est aussi au quartier, mais par les habitants. Ah oui, voilà. Et donc... Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, ils ont été très déçus en fait, à la direction des espaces verts. Ils se sont dit, parce que du coup, c'est la mairie qui a repris, enfin, qui est la collectivité, du coup, qui a repris la gestion, l'entretien de cet espace vert avec un coût quand même très élevé, qui n'était pas prévu au départ. Et en fait, la conclusion à laquelle ils en sont arrivés, c'est que les habitants n'ont pas été assez associés. C'est-à-dire que personne en fait n'était là pour animer. On a fait des choses, mais sans vraiment associer les habitants. Et du coup, il ne s'est rien passé derrière parce qu'il n'y avait pas cette énergie, cette envie, etc. Comme là, ça peut être le cas. Donc c'est bien, c'est un bon exemple où c'est possible. Mais c'est possible quand on associe vraiment les gens et quand on travaille avec eux. C'est pour ça que je pense que la solution, elle n'est pas que... C'est aussi difficile, Oui. Voilà, c'est aussi difficile avec les habitants, parce que des fois, il y a des gens qui ne veulent pas. C'est ça. Voilà. Pour la rue Kléber, il y a eu des réunions. Oui. Il y a même des associations, il y a des jardiniers urbains qui sont intervenus pour sensibiliser les gens. Avant l'aménagement. Mais à la base, même la rue Paul Camel. c'est les habitants qui l'ont voulu. Hein, c'est une habitante qui a lancé le projet. Donc ça montre que quand même il y a des enjeux quand même pour associer, c'est compliqué quoi. Que ce soit dans les habitants ou quand on leur propose, ça se passe pas dans les intervenants. Et des fois ça prend et des fois ça prend pas. Et pourquoi ça prend et pourquoi ça prend pas, voilà, c'est la question, qu'est-ce qui fait que après ça marche et pas. Est-ce que c'est pas justement la possibilité de comprendre l'intérêt et par rapport au vivant et par rapport au végétal, soit on considère que le végétal il est accessoire, c'est un espace vert, c'est décoratif et donc on n'est pas là pour l'entretenir, soit on fait partie du monde du vivant et là on est dans la complexité, il faut comprendre ce que c'est qu'une gestion d'écosystème, il faut avoir une culture par rapport à ça, soit on a perdu cette culture-là et on n'est pas capable de comprendre, soit on l'a et on va comprendre que c'est important. Et dans l'éducation qu'on propose aujourd'hui, bien sûr. Et Quelles sont les animations qui sont importantes et je laisse le sujet à la vie comestique parce que dans la vie comestique, il n'y a pas de comestique. Non, il n'y a pas de comestible. C'est vrai qu'il n'y a pas eu du tout d'arbres comestibles. du coup on reste des comestibles. Ouais. Et là, Alors, la création d'une économie locale, bah oui, hein. Bah, je te laisse parler de ça parce que tu connais bien le sujet. Donc l'idée du comestible en ville, bien sûr, c'est de pouvoir coloniser, de pouvoir installer aussi des zones de production qui soient locales, donc dans la ville, pour produire en ville pour les citadins. Donc là, on a un enjeu quand même, parce qu'on
L'objectif, c'est de créer, il y a toute une chaîne de valeur qui peut se développer autour de ça, à la fois donc, bien sûr la production, mais la transformation des points de vente, des restaurations. Et on se rend compte à travers différents projets donc, qui se réalisent qu'à chaque fois, on a pas seulement un programme qui est de la production, mais on a plein d'autres programmes qui gravitent autour. Et donc on a une vraie économie qui se crée autour de cette idée d'agriculture urbaine avec des emplois qui sont non délocalisables, donc très intéressant. Donc on a quelques projets à Bordeaux qui vont s'initier. Donc on a la cave à Pleurote déjà qui est en cours avec l'idée de produire des champignons en ville. Et puis on a aussi sous les fraises à Bastiniel, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dans le cadre du projet de Bastiniel, d'intégrer donc 2000 m² de surface cultivée. Donc hop, on peut défiler, c'est le projet qui est juste en dessous qui s'appelle Farm House, avec voilà, plusieurs objectifs à la fois pédagogiques, mais aussi de créer des formations et tout un système de services qui vont se créer autour de ça et de créer donc une vraie économie locale et circulaire. On se rend compte en fait que, ça c'est une étude qui est sortie assez récemment, ils ont analysé, les chercheurs, la représentation du vivant dans les films de Walt Disney pour voir un petit peu comment ça se passe. Et on se rend compte qu'en fait au fur et à mesure des années, il y a de moins en moins, la faune et la flore sont de moins en moins représentées. C'est-à-dire que les personnages, en fait, ils sont hors sol, ils ne sont pas dans la nature, quoi. Donc en fait il y a une espèce de... alors, ils ont appelé ça le phénomène de l'extinction de l'expérience et ils appellent ça l'amnésie environnementale générationnelle. Ça craint. C'est-à-dire que, en fait, nos enfants, en gros, ils se raccrochent pas à la terre sur laquelle on vit, qui nous porte. Et du coup, dans les dessins animés, effectivement, bah voilà, ça se retrouve dans les dessins animés, quoi. Et les enfants, c'est de pire en pire. Donc, c'est vrai que la présence du végétal en ville, ça permet en fait de remettre les citadins, les enfants notamment, en contact avec le vivant, de comprendre comment une tomate, comment on la fait pousser, de comprendre comment ça marche, que c'est compliqué, que voilà, ce qu'on mange, c'est pas quelque chose que tu vas chercher dans le supermarché, mais que derrière, il s'est passé plein de choses avant qu'elle arrive dans ton assiette, qu'il faut en prendre soin, que c'est précieux, parce qu'on a aujourd'hui l'impression que voilà, bon, bah, tu vas dans son supermarché, t'achètes, tu mets dans ton truc, tu jettes, voilà quoi. Il n'y a pas cette notion de le fait de toute cette chaîne qu'il y a derrière et de la dépendance qu'on a en fait au végétal pour pouvoir survivre. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir effectivement travailler là-dessus. On l'a dit, hein, l'éducation au vivant, elle est absolument clé. Et ce végétal en ville, il permet ça justement. Donc là, on a un bel exemple que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps à Gradignan, dans un collège où ils ont vraiment réfléchi à cette idée d'éducation à l'environnement. Ils ont même un club permaculture au sein du collège avec la mise en place donc d'un composteur, d'un poulailler et d'un potager. Et voilà, tous les élèves sont impliqués dans le tri justement de leurs biodéchets le midi à la cantine. Et ensuite, eux-mêmes vont emmener ces biodéchets dans le composteur, nourrissent les poules. Et là, voilà, moi j'ai vu une petite vidéo sur ce collège, un reportage de France 3. Et c'est vrai qu'on a un vrai projet qui est hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais juste peut-être expliquer ce que c'est la permaculture? Parce que je pense que c'est un terme, peut-être tout le monde ne connaît pas, mais je pense que ça regroupe des choses... Alors la permaculture, il y a des grands principes, donc c'est de manière générale, après ça a été appliqué de manière plus concrète à la culture en soi, mais les grands principes, c'est donc, on va dire les grands principes éthiques, c'est donc prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et veiller à une répartition égale des ressources. Donc ça, c'est les grands principes éthiques. Et puis, on a appliqué ça à un système de culture, un design permaculturel, ce qu'on appelle, avec le principal objectif, c'est de s'inspirer de ce qui se passe dans la nature pour cultiver. Donc après, il en découle pas mal de choses. Donc on a par exemple, prendre le cas de la forêt où finalement on a des sols qui sont très fertiles, on a une litière qui se produit par les feuilles qui restent en place. Et donc l'idée par exemple dans nos jardins, c'est de toujours couvrir le sol, de ne jamais laisser le sol à nu pour pas que les nutriments avec l'eau qui s'écoule, l'érosion, les nutriments s'en aillent. Bon, c'est un exemple, mais voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me... Mais après, voilà, c'est vrai. C'est surtout que c'est un terme à la mode. Bah, tu peux peut-être parler du coup ton expérience à la ferme du Bec et Loin, parce qu'eux, ils sont super forts là-dedans. Ils ont vraiment... Là, moi, je suis pas... Non, et donc moi, oui, voilà, j'ai un peu zappé ça, mais moi, j'ai fait une formation en agroécologie et aussi une formation à la ferme du Bec et Loin en maraîchage bio-intensif.
et donc qui est un peu la référence en permaculture et qui ont créé un vrai îlot à découvrir et à voir, où justement ils sont complètement inspirés de ces principes de la permaculture, et eux sont partis de rien, d'un sol très pauvre qui n'avait presque rien. Ils ont réussi à recréer un sol en appliquant tous ces principes-là. Tu voulais dire quelque chose, non? D'accord, ok. Ok. Ce qui est intéressant à la ferme du Bec-et-Loin, c'est qu'il s'inspire aussi des systèmes maraîchers du 19e parisien. Ouais. Et dans tout ce qu'on a vu là aujourd'hui, il y a aussi toute l'histoire des ceintures maraîchères. Et il y a toute la ceinture maraîchère qu'on a détruite à Bordeaux. Elle existait jusque dans les années 50, j'imagine. Ouais. Et à ça s'ajoute, alors on revient à cette notion d'écosystème, mais en fait la permaculture c'est s'inspirer aussi de l'écosystème, du principe de l'écosystème, et de s'en servir comme modèle en plus. Et le Bec-et-Loin il s'inspire de ça, mais aussi des systèmes de production maraîchers. Ouais. C'est un équilibre entre les deux. C'est les pistes. Et rajouter aussi que les Bordelais, en fait, sur du bio-intensif, sur des petites surfaces. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et pour finir, donc le dernier point dont on voulait vous parler, c'est que c'est aussi une question de justice. Parce que effectivement, par exemple à Paris, on voit qu'il y a des très fortes disparités entre le quart nord-est de la ville, où il y a moins de 1 mètre carré d'espace vert par habitant, et puis des zones boisées, comme par exemple les bois de Boulogne et de Vincennes, où on a effectivement 10 mètres carrés par habitant, ce qui est énorme. Et on a la même chose à Bordeaux. Je veux dire, aujourd'hui, ceux qui sont autour du parc bordelais, ceux qui sont autour du jardin botanique, évidemment, ils ont bien plus accès aux espaces verts, ou ceux même qui ont un jardin privé, qui ont la chance d'avoir un espace pour eux, ils ont accès à la nature, ils peuvent potentiellement se faire pousser à manger, alors que finalement, on va avoir d'autres quartiers où, pour le coup, c'est très sec, il n'y a rien, c'est très minéral. Donc voilà, il y a vraiment un accès, il y a une question de justesse, parce que tout le monde n'a pas accès à cet espace végétal de bien-être de façon égale partout dans Bordeaux. Du point de vue alimentaire, il y a aussi cette question de justice, puisqu'on voit très bien que les Biocoop, tous les magasins bio ont plutôt tendance à s'installer dans les quartiers les plus favorisés, et que dès lors qu'on s'éloigne du centre de Bordeaux, moi j'habite à Grand Parc et je vois, j'ai pas de Biocoop à proximité, rien. Et donc là on a une vraie question qui est, oui on veut manger bien, mais pourquoi tout le monde n'a pas accès de manière équitable à des produits de qualité bio? Et donc là, dans ce sens, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais par exemple Aquitanis a lancé un projet d'installation d'une ferme urbaine justement aux Aubiers, avec une construction avec les habitants de cette ferme urbaine pour qu'ils en aient la gestion eux-mêmes sur le long terme. Et donc avec tout ce qui en découle, avec l'idée aussi d'éducation au manger sain et local, pardon. Et puis quelque chose qui est en train de se mettre en place aussi, une association, l'association VRAC, donc, qui a été initiée par plusieurs bailleurs sociaux vers un réseau d'achat en commun, avec l'idée d'acheter en vrac et de pouvoir redistribuer dans ces quartiers défavorisés, de la même façon qu'on puisse aller dans le centre de Bordeaux à la recharge, acheter de manière en vrac. Voilà, donc au final, on voit bien que cette idée de la ville végétale comestible, c'est pas ce qu'on voulait vous dire en fait, hein, c'est pas une fantaisie ou une coquetterie d'écologistes, mais que ça répond vraiment à des vrais enjeux, et que c'est une solution, peut-être une des solutions les moins chères dont on dispose aujourd'hui, et des plus efficaces pour en fait répondre à tous les grands enjeux auxquels on fait face dans ce siècle. En fait, on voit de toute façon dans le monde qu'il y a vraiment une réflexion aujourd'hui qui est menée de façon très importante sur la ville végétale. Alors actuellement, il y a 53% de personnes qui vivent dans les villes, dans le monde. Et on sait qu'en 2050, ça va passer à 65%. Donc en gros, en 2050, la plupart d'entre nous vivront en ville. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces villes et comment est-ce qu'on peut réintégrer justement le végétal pour répondre à tous les enjeux qu'on a décrits? Alors là, effectivement, Guillaume nous a fait un petit melting pot de tout ce que font les autres ailleurs en Europe et dans le monde du coup pour s'inspirer. On a un peu explosé le temps, donc je vais peut-être passer rapidement histoire qu'on puisse discuter et puis échanger sur cette question. Donc on va partir en Allemagne. Hop là,
désolé, je n'ai pas fait LV2 allemand, donc je vais sûrement très mal le prononcer, mais après Prinzessinnengarten à Berlin, où en gros, ça c'est un des premiers espaces qui a été colonisé donc, par le guérilla gardening, avec l'idée donc de coloniser 6000 m² de friches, en y développant justement tout un écosystème. Et donc on y retrouve aujourd'hui un bar-restaurant bio qui essaie donc de s'approvisionner de manière locale, voire même sur place puisqu'il y a des zones de production. On a aussi une pépinière, ce qui est intéressant, une pépinière de plants de légumes donc, qui permet une distribution localement à tous les habitants autour de plants potagers. Et tout ça voilà, est aménagé aussi avec des matériaux recyclés, récupérés. Et c'est devenu vraiment une vraie oasis, alors qu'on était parti de rien, c'était un parking à l'abandon. Et c'est vraiment devenu une vraie oasis de verdure où il se passe énormément de choses, un vrai lieu d'échange dynamique d'un point de vue social. Et là, on crée vraiment quelque chose avec l'idée d'éducation à l'environnement, d'éducation au manger sain et local, et de pédagogie aussi vis-à-vis des plus jeunes. Ensuite, un autre petit exemple, là aussi on est dans une dynamique sociale que j'ai découverte au Canada, à Montréal, avec le Centropole roulant. Donc comme on a pu le voir sur l'image, on a à la fois donc, une zone de culture sur un toit en plein cœur de Montréal, et puis surtout un système qui s'est mis en place, donc, ce qu'ils appellent un organisme communautaire intergénérationnel. L'objectif de cette association, c'était d'impliquer les plus jeunes et les plus âgés pour aller distribuer justement via une popote roulante, ils appellent ça comme ça, des plats qu'ils avaient cuisinés eux-mêmes à partir de ce qui était cultivé sur le toit et aussi de ce qui était cultivé à travers 2 fermes en périphérie de Montréal. Et donc c'est des bénévoles qui préparent des plats le matin et qui sont distribués le midi aux personnes seules chez elles. Donc ça c'est un projet hyper intéressant, hyper dynamique à Montréal, et avec une gestion associative, et ils ont aussi voilà, tout un écosystème qui s'est mis autour avec l'idée de récupérer les biodéchets et en même temps de les recycler. Donc là, un système intéressant dans le sens où on a une solidarité intergénérationnelle, on implique, je crois qu'ils sont plus d'une centaine de bénévoles, et puis un recyclage des biodéchets. Un autre exemple que j'ai vu aussi à Bruxelles, là on était sur un quartier défavorisé, on avait une friche urbaine qui traversait ce quartier, et donc le point de départ a été de créer cette serre. Et donc dans cette serre, voilà, on a eu des réunions de concertation, pas mal de choses qui se sont passées et qui ont abouti à un projet assez global qui pareil intègre un peu toutes les dimensions que recoupe l'agriculture urbaine. Et donc il a été créé donc, cette serre collective où régulièrement il se passe pas mal d'événements. On a aussi un point lecture, on a pas mal de choses, ce qui agrège justement toutes les personnes du quartier qui permettent à ces personnes de se rencontrer et de gérer aussi l'association. Parce que là encore c'est une association de quartier qui gère cet espace-là. Et autour de cette serre, il en a découlé pas mal de choses, notamment donc, des jardins partagés, donc à la fois un jardin partagé mais aussi des parcelles cultivables individuellement. Un poulailler a été mis en place. C'est vrai que le poulailler, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, notamment auprès des plus jeunes. Donc là aussi, il y a tout un volet d'éducation à l'environnement qui a été mis en place. Et aussi tout un parcours autour des abeilles. Ils ont vraiment créé un truc assez chouette avec tout un sentier de découverte des abeilles et du travail des abeilles hyper important en milieu urbain. Et puis, pareil, cette question de gestion des déchets qui a été mise en avant. Et le petit truc en plus que j'ai découvert là-bas, c'est l'installation d'un four à pain, un four à pizza. Et donc, on a une personne bénévole qui régulièrement, le soir, vient, chacun amène ses ingrédients et fait des pizzas pour l'ensemble du quartier. Donc, c'est absolument génial comme endroit à découvrir. Donc voilà, on revient en France, peut-être un projet dont vous avez entendu parler parce qu'il a été pas mal médiatisé, à Romainville. Il y a eu des hauts et des bas dans le projet, mais a priori, là maintenant c'est bien engagé, ça devrait se faire. Donc là on a un projet ambitieux, un coût d'investissement assez important, mais un projet qui pareil regroupe plusieurs programmations. Donc il y a à la fois l'aspect production, qui est importante, mais aussi l'idée d'avoir un point de vente sur place et aussi un restaurant. Donc, et aussi cette idée d'éducation. Donc c'est ce qu'on retrouve encore, hein, c'est d'avoir un multi-programme qui permet aussi d'avoir une viabilité économique de ce genre de projet.
Et là, on a aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, une vraie économie qui se crée avec l'objectif d'avoir 12 emplois de créer sur cet espace-là. Là, on refranchit l'Atlantique pour aller à Montréal avec un projet de plus grande ampleur qui a été créé quand même il y a quelques années. Moi, quand j'y étais, ils avaient fait une serre, maintenant ils en sont à 3 serres pour 12 000 m² de cultivés. Là, on est sur une mode de production hydroponique. Donc en gros, les plantes ne sont pas dans de la terre, mais en gros sont alimentées par des systèmes de circulation d'eau avec des minéraux. Donc voilà, mais en même temps un projet intéressant puisque l'idée c'est d'installer des serres sur des entrepôts dans Montréal avec l'objectif de récupérer la chaleur des perditions par le toit pour chauffer la serre, et en même temps la serre elle aussi protège le bâtiment et réchauffe le bâtiment, limite les besoins en chauffage pendant l'hiver. Donc là, ils ont un peu fait un gros coup de communication sur ces serres quand ils se sont lancés. Maintenant, c'est devenu une plateforme, en fait, leur site internet. Certes, ils produisent dans ces serres, mais ils ne produisent pas à hauteur de la demande. Et donc, c'est devenu une plateforme d'achat justement de produits locaux. Donc, tous les producteurs autour de Montréal se retrouvent sur cette plateforme. Et donc, on peut acheter en ligne tout ce qu'on veut. Donc, il y en a une partie, bien sûr, des légumes qui viennent de la serre, mais très peu. Mais le reste vient justement de tout ce qui est autour de Montréal. Donc voilà. Là, on va en Asie à Singapour. Donc Singapour, une petite ville, mais très dense. Là aussi, on a une vraie problématique de production alimentaire. Et donc, ils ont mis en place ces fermes verticales avec voilà, une architecture un peu particulière, optimisée pour avoir accès à la lumière, avec un système assez intelligent de roulement justement des bancs de culture pour avoir un accès à la lumière réparti de manière équitable sur toutes les plantes. Donc là, c'est ce que j'ai appelé le manège rotatif. Et puis, par contre, là, il faut savoir que ça, c'est un projet qui, en termes de coût d'investissement, a été assez énorme puisqu'il y a beaucoup de technologie derrière. Et donc, c'est subventionné en grande partie par l'État. On va en Amérique, à Brooklyn, où là, c'est pareil, c'est un projet qui a une bonne dizaine d'années, le Brooklyn Grange, qui est donc une ferme urbaine sur un toit. Et là, on a aussi surtout l'idée initiale, c'était de développer une activité pédagogique et d'éducation à l'environnement à Brooklyn, zone un peu défavorisée. Et puis là, un vrai projet qui s'est mis en place sur 6 000 m² de toiture, avec un vrai lieu de production et d'éducation aussi. On revient à Paris avec l'idée de produire donc sur les toits. Et là, c'est le cas au Pullman, à l'hôtel Pullman de Paris Tour Eiffel, qui est en lien justement avec la brasserie qui se trouve en rez-de-chaussée. Et donc là, on a un vrai espace de production qui a été créé sur ce toit avec une surface, j'ai plus les mètres carrés en tête, mais assez conséquente. On a aussi un poulailler sur le toit. Et puis là, c'est les chefs de la brasserie qui viennent eux-mêmes cueillir leurs légumes et leurs herbes fraîches pour mettre dans leur plat. Et enfin, je crois que c'est le dernier exemple. C'était le cas avec la cave aux pleurotes. Là, on est sur des systèmes de production en souterrain. Puisqu'on ne se rend pas forcément compte, mais on a quand même aussi pas mal d'espace disponible parfois en souterrain. Là, c'est la caverne Cycloponics qui eux occupent un niveau en fait, qui était abandonné de parking sous un HLM, et donc qui produisent des champignons, des endives et des micro-pousses, et qui arrivent justement à créer une véritable économie derrière leur système de production et qui fonctionne plutôt bien. Donc voilà, et l'objectif c'est de faire une distribution à vélo de leurs produits et en même temps d'impliquer et d'embaucher si possible les habitants localement du HLM qui sont là. Et donc on a d'autres projets. Les champignons, c'est vrai que c'est des projets qui marchent plutôt bien, notamment à Bruxelles et puis à Bordeaux avec un projet qui émerge. Bon.
un peu froid. Ils ont quand même vachement bossé. Hein. ouais, Notre ouais. atelier ce matin, c'est quand même, il y a un gros travail de fond, merci beaucoup. Le parti pris de Bordeaux demain, c'est de laisser la liberté d'expression aux intervenants. Voilà, y compris sans nuance. Donc il y a des tas de fois où ils ont dit des choses, où je me retenais ça. Voilà, mais c'est intéressant, je pense, parce que c'est notre 8e atelier et il y a un moment, on va pouvoir aussi additionner tout ce qui s'est dit pour montrer que parfois il y a des intérêts contradictoires, ou en tout cas, ce qui se comprend et ce qui se dit sur la ville verte doit être vu au regard de ce qu'on s'est dit sur le logement, les exigences de logement, d'aménagement urbain, enfin, il y a des tas de choses ensuite qu'il faudra lier. Donc, pour l'instant, chaque sujet s'exprime pleinement, et puis après, voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a bien intéressé. Et du coup, en fait, de choisir soit un quartier, soit votre quartier, soit une zone en fait en particulier. Et l'idée, c'était finalement de vous projeter, de vous dire, bah, qu'est-ce que j'aimerais moi finalement mettre en place de sympa, d'intéressant dans ce quartier pour finalement relancer un petit peu, enfin utiliser cette idée de la ville comestible, végétale, et créer quelque chose de sympa, un endroit où j'aurais envie de venir. Alors moi par exemple. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple de Guillaume à Bruxelles, les parcs farms, là, je vois bien l'idée de la serre où tu te rassembles, tu vas le week-end, finalement, tu vas bien faire cuire ton pain dans le four, tes enfants vont regarder comment les choses poussent, tu fais ton petit marché directement auprès des producteurs, tu peux même peut-être manger des choses cuisinées sur place un peu différentes, et puis... tu vas pouvoir te réunir, peut-être qu'il y aura des festivals, enfin voilà. J'aime bien cette idée-là et je me dis que si j'avais ça à Bastide, par exemple, bah, ça serait top. Donc voilà, moi ça serait mon rêve en fait, un peu, pour 2030. Un petit peu ma commande, hein, voilà, je fais ma commande. Je sais pas quel est ton rêve à toi, mais ouais, ça me... Ben, en étant à proximité de la Garonne, moi c'est vrai que j'imaginerais bien, soit ici, soit au bassin à flot, un marché flottant. Qui pourrait être approvisionné par justement des bateaux électriques qui viendraient justement pas parler que de la production en ville, mais peut-être la production périurbaine. Et donc ces bateaux électriques viendraient alimenter des barges sur lesquelles on pourrait aller justement, peut-être même des barges sur lesquelles on cultiverait. On pourrait aller faire notre libre cueillette sur ces barges et puis repartir avec son petit panier de légumes en ayant soi-même cueilli sur des barges nos légumes ou en ayant voilà, acheté ce qu'on voulait sur ce marché flottant.